Saviez-vous que le syndrome de Gilles-Tourette est 2 fois plus fréquent chez les hommes que chez les femmes? C'est aussi la cause la plus commune de tics. Le syndrome de Gilles-Tourette doit son nom à celui qui le décrit pour la première fois en 1885, Georges Gilles de La Tourette. Nous avons choisi d'approfondir nos connaissances dans ce sujet puisque nous jugeons qu'une quantité importante de personnes est atteinte de tics chroniques. En effet, 40 000 adultes au Québec sont atteints de différents types de tics, ce qui inclut le syndrome de Gilles-Tourette. De plus, 0,5% des enfants d'âge scolaire seraient atteints de cette pathologie. Suite à ceci, il serait alors pertinent de se poser la question suivante. Quel est le lien entre les changements au niveau cortical et subcortical et le syndrome de Gilles-Tourette ainsi que l'utilité de l'ergothérapie en lien avec ce syndrome? Le syndrome de Gilles-Tourette est un trouble principalement neurologique avec la présence de tics moteurs et vocaux chroniques. Le tic est un mouvement ou une vocalisation soudaine, rapide, récurrente et non rythmique. Les tics sont dits involontaires. Dans le DSM-5, ce syndrome est un trouble moteur catégorisé comme étant un tic. Les critères diagnostiques présentés dans le DSM-5 sont la présence de tics moteurs multiples et d'un ou plusieurs tics vocaux durant l'évolution du syndrome. Ces tics ne sont pas nécessairement simultanés. De plus, la fréquence des tics peut croître et décroître, mais ils doivent persister depuis plus d'1 an. De plus, la perturbation ne doit pas être due aux effets physiologiques d'une substance ou d'une autre affection médicale telle que la maladie de Huntington. Le début de la maladie doit aussi survenir avant l'âge de 18 ans. Le syndrome de Gilles-Tourette survient généralement durant l'enfance ou au début de l'adolescence. L'âge moyen d'arrivée des symptômes est habituellement entre 6 et 7 ans. Ce syndrome peut durer toute la vie, mais il y a possibilité d'avoir des périodes de rémission. Souvent, la sévérité, la fréquence et le nombre de tics varient dans le temps. Il y a généralement une augmentation de la sévérité en intensité et en fréquence de symptômes entre 7 et 12 ans. Il y a ensuite un déclin observé dans la sévérité des tics. Vers l'âge de 18 ans, 50% des gens ayant ce syndrome n'ont presque plus de tics. Certains symptômes peuvent aussi disparaître complètement à l'âge adulte ou parfois empirer en termes de sévérité. Dans 50% des cas, les premières expressions des symptômes sont les tics isolés tels que le clignement des yeux. Les tics commencent habituellement au visage et au cou et peuvent s'étendre aux membres. Il est possible de voir la présence de tics moteurs simples et complexes. L'écholalie, qui correspond à des sons répétés, ou l'échopraxie, liée au mouvement, sont aussi vus chez ces personnes. Les facteurs génétiques et environnementaux peuvent avoir un impact sur l'expression et la sévérité des tics. D'ailleurs, les tics peuvent être aggravés par la présence d'anxiété, d'excitation et d'épuisement. Plusieurs troubles sont associés au syndrome de Gilles-Tourette. En effet, les troubles concomitants sont liés à l'impulsivité, tels que le trouble d'opposition avec provocation, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, ainsi que le trouble obsessionnel compulsif. De plus, d'autres problèmes sont associés à cette maladie, comme le trouble anxieux, le trouble du sommeil, le trouble d'apprentissage et la difficulté de contrôle des pulsions. Le saviez-vous? Il a été prouvé que le tabagisme lors de la période prénatale est associé à un risque accru de l'apparition du syndrome de Gilles-Tourette chez les enfants. Il y a un lien entre l'exposition au tabac lors de la période de gestation et le développement anormal du cerveau relié au syndrome. Chez les personnes atteintes du syndrome de Gilles-Tourette, des régions corticales sont touchées. En effet, ce sont les sillons centraux dans le lobe frontal ainsi que le sillon préfrontal et le sillon post-central qui sont touchés. En effet, les personnes atteintes de ce syndrome présentent une diminution de l'épaisseur des parties médiales et supérieures du sillon précentral ainsi qu'une plus grande ouverture de leur cou. La partie médiane du sillon préfrontal a un rôle dans le contrôle moteur et serait à l'origine d'une hyperactivité et une interaction inadaptée dans les zones liées au contrôle moteur. Cela a pour effet d'augmenter les tics chez les personnes atteintes du syndrome de Gilles-Tourette. Des études en neuroimagerie montrent d'ailleurs un amincissement cortical et une réduction du volume de la matière grise dans le cortex sensorimoteur, préfrontal et temporal. De plus, une étude par le PET scan a reporté une diminution dans le métabolisme du cortex orbitofrontal. Le volume de la matière blanche serait notamment plus grand dans le corps calleux. L'IRM a aussi montré une asymétrie des ganglions de la base. Le syndrome de Gilles-Tourette serait également lié au circuit cortico-striato-thalamo-cortical provenant des noyaux gris centraux. Une étude démontre une augmentation de libération et de l'emmagasinage de la dopamine dans le striatum. La dopamine joue un rôle majeur dans ce syndrome. La pharmacothérapie est un des traitements pertinents pour cette maladie, quoiqu'il n'existe pas de médicaments guérissant ce syndrome. La réponse aux médicaments varie d'une personne à l'autre, ainsi que pour la même personne au fil du temps. De plus, cette maladie étant associée à un problème dopaminergique, les traitements pharmacologiques les plus populaires sont l'allopéridol et le risperidone, qui sont des médicaments neuroleptiques antagonistes de la dopamine.
Il y a des symptômes secondaires désagréables associés à ces médicaments chez la majorité de ceux qui les utilisent, donc plusieurs ne vont pas poursuivre la prise de leurs médicaments. De plus, il existe depuis longtemps d'autres formes de traitement non pharmacologiques telles que des interventions nutritionnelles et physiques, comme la relaxation, l'autogestion, le massage, la procédure de gestion des imprévus qui sont encore utilisées aujourd'hui. De plus, la théorie cognitivo-comportementale est pertinente et fait un bon lien avec l'ergothérapie. Elle est utilisée comme complément à la médication dans le cas de syndrome de Gilles de la Tourette. Il y a généralement une réduction des symptômes à la suite d'une thérapie cognitivo-comportementale. Cette amélioration est liée au changement de l'activité cérébrale. Une étude faite par Saxena et ses collaborateurs en 2008 a démontré qu'après une étude cognitivo-comportementale intensive, les sujets présentant des troubles obsessionnels compulsifs ont vu une diminution bilatérale de leur métabolisme thalamique, mais une augmentation de l'activité du cortex cingulaire antérieur droit. Suite à la thérapie cognitivo-comportementale, il y a une amélioration des performances motrices et de l'activité cérébrale. Le traitement cognitivo-comportemental s'est donc avéré efficace dans la diminution de la sévérité des tics moteurs et vocaux. L'entraînement de l'inversion des habitudes, faisant partie des traitements cognitivo-comportementaux, a aussi été prouvé efficace pour traiter une large clientèle avec ce syndrome. Ce traitement produit une réduction des symptômes similaires aux interventions pharmacologiques. Par exemple, il inclut l'entraînement de la conscience du patient afin qu'il développe ses habiletés pour détecter ses tics ainsi que l'importance du support social. Il est intéressant de savoir que le fonctionnement social, scolaire ou professionnel peut être affecté. La forme sévère du syndrome peut interférer avec les activités de la vie quotidienne de la personne. Il y a également une possibilité de détresse et d'isolement social en lien avec les tics chroniques. De plus, une des interventions pertinentes est le recours à des stratégies temporaires pour la gestion des idées obsessives. Par exemple, nous pouvons créer une diversion afin de diriger l'attention de l'enfant vers une tâche. Une étude a été faite sur la plasticité corticale et du tronc cérébral. Celle-ci serait anormale chez les patients avec le syndrome de Gilles de la Tourette. L'étude a été faite chez 12 patients avec le syndrome de Gilles de la Tourette, dont 9 hommes et 3 femmes, ainsi que 24 sujets sains qui sont du même âge que les patients. Aucun des patients avait un diagnostic de TDAH. Chez les 12 sujets atteints, 4 n'avaient jamais pris de médicaments pour leur condition et pour les 8 autres, ils se sont assurés que les médicaments soient cessés au moins une semaine avant les expérimentations. Pour tester la plasticité au niveau du cortex moteur primaire et du tronc cérébral, nous utilisons la stimulation par des tests de conditionnement. Les sujets furent séparés de façon aléatoire pour participer à 4 expérimentations, à raison d'une séance par semaine. Les chercheurs ont testé la plasticité corticale en conditionnant le cortex moteur primaire gauche avec une stimulation θ intermittente ou continue. Pour la plasticité du tronc cérébral, ils ont utilisé une stimulation électrique de haute fréquence pour conditionner le nerf supraorbital droit. La stimulation électrique de haute fréquence peut être facilitante, soit en même temps que la réponse tardive du réflexe de clignement, ou elle peut être inhibitrice, donc avant la réponse tardive. Après une stimulation intermittente par les radiations θ, les amplitudes potentielles ont augmenté chez les sujets sains, mais sont demeurées inchangées chez le patient. Après une stimulation continue par les radiations θ, les amplitudes potentielles ont diminué chez les sujets sains, mais sont encore une fois demeurées inchangées chez les patients. Chez les sujets sains, après une stimulation à haute fréquence facilitante, la zone de réponse tardive du réflexe de clignement a augmenté et pour la stimulation à haute fréquence inhibitrice, elle a diminué. Chez les patients, la zone de réponse tardive demeure inchangée dans les deux cas. Le fait que les stimulations n'aient pas d'effet sur les patients suggère qu'il y a une plasticité corticale et une plasticité du tronc cérébral anormale. Ces plasticités anormales jouent un rôle dans la pathologie. Pour conclure cette vidéo, le syndrome de Gilles de la Tourette est un trouble neurologique apparaissant à l'enfance et touchant les zones corticales et subcorticales. Le cortex frontal et le préfrontal sont principalement atteints. Ces zones sont impliquées dans le contrôle moteur, ce qui explique l'hyperactivité de celle-ci, causant donc les tics moteurs et vocaux. Les ergothérapeutes peuvent alors avoir un impact fonctionnel au niveau des symptômes du client. Finalement, il serait intéressant de se pencher sur le lien entre les fonctions corticales atteintes ainsi que les troubles obsessionnels compulsifs diagnostiqués chez la majorité des enfants souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette.